Je commence par les premières questions de l'honorable député Issa Mordo. Pour les frontières, aujourd'hui, on est passé de 5000 à 1000. Ça, c'est une très bonne chose. Au moment où on gérait les 5000, on a eu tous les problèmes du monde. Mais sur les 5000, on est revenu à 1000. Nous avons eu seulement un seul cas à Kouteri. Un seul cas. Quelqu'un qui a fini son confinement et il a eu des indices. Et je profite pour que cette question, je réponds à une autre question. Nous avons formé dans toutes les provinces, des provinces capables, des agents capables de faire la prise de l'échantillon. Comme ils devraient sortir et il y a des indices, ils sont partis automatiquement relever les indices et il est devenu positif. Le lendemain même. Et c'est ça qui nous sauve. En temps même qu'il y a l'indice apparaît et au moment où l'indice apparaît, on prélève et là c'est précoce. En 10 jours, il peut obtenir sa santé et partir. Les gouverneurs, les agents de la police, les agents de la santé publique, là où il y a confinement, il y a l'armée, la police, l'administration et les agents de la santé. Ils sont pris en charge. Et chaque jour que Dieu fait, dès qu'il y a quelqu'un qui a des ennuis, ils viennent vers lui. C'est vrai, nous n'avons pas eu les moyens à leur mettre des lits, à leur mettre toutes les conditions, mais néanmoins, on a fait des bâches, des nattes, on les a pris en charge et on a suivi leur système de santé. De 5000 à 1000, 3000 quelques sont sortis, c'était ça qui était à notre possibilité. Au niveau d'Injamena, je profite pour intégrer encore une autre question qui est posée aussi par les honorables députés. La frontière est tellement si importante que nous avons mis la police, les gendarmes, même la mairie, même les militaires, tout le long du frontière, pour empêcher les gens de rentrer d'une façon frauduleuse. Pendant cette période, il y a eu un travail excellent, extraordinaire. Pourquoi? La preuve en est qu'au niveau de N'Djamena, chaque soir, le matin, on a une quinzaine ou une vingtaine qu'on prend le soir et qu'on les amène directement à l'hôpital ophtalmologique. Et il en est de même dans tous les points où on a mis des places d'entrée. Et c'est ça qui nous a permis de casser jusqu'à fin mars, jusqu'au 26 mars, les cas zéro. Un travail extraordinaire a été fait par rapport à ça. Nous avons une frontière et nous avons de l'autre côté les mêmes parents. C'est comme ça qu'il y a cette possibilité. Bien que nous avons eu des problèmes au point de vue que les gens ne sont pas venus d'eux-mêmes, mais après une forte explication, les gens ont commencé à venir. Quand le premier Tchadien qui a quitté Douala, il est venu et il est déclaré positif, les étudiants sont d'un certain niveau. Ils sont venus d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils sont venus à l'hôpital de Farsha et nous les avons testés. Aujourd'hui, sur les 117, nous avons testé plus de 700 échantillons. Plus de 700 échantillons pour obtenir les 117. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas 117. Je réponds aussi à une autre question qui a été posée. Nous n'avons pas aujourd'hui 117. Il y a 39 qui ont retrouvé leur santé. Ils sont partis. Je ne sais pas par où on a appris qu'à Farsha il n'y a pas de place. Par où? Pour moi, les réseaux sociaux
sont loin d'être une base d'information. Hier soir, j'ai rentré du travail, j'ouvre, je vois un jeune étudiant couché, il dit, ah, il est un étudiant, c'est 7e année, et il est malade, il n'a même pas de place. Or que nous avons fait une réunion avec tous les directeurs. À Farsha, il y a plus de 84 places qui sont disponibles à accueillir les gens. 84 places disponibles. Seulement, les conteneurs ont 24 places. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai appelé le directeur. Il y a quelque chose, vous avez eu quelque chose de très important? Non, mais il y a quelqu'un qui a balancé. Imaginez, à 23h30, on se déplace pour aller à Farsha. Hier, 23h30. On m'a dit non, il y a un jeune étudiant qui était venu vers 17h. C'est son père qui est un colonel de l'armée de l'air, colonel de l'armée de l'air, qui appelle, mon fils est là. On a envoyé l'ambulance, on l'a cherché. Et comme c'est un étudiant de 7e année, on l'a prélevé. Et on attend le résultat, mais on lui a dit tu ne peux pas rentrer parce que tu es suspect. Et on lui a donné une chambre, il est seul dans sa chambre. Et il a fait ce scénario. On était descendu. J'ai dit à son père de venir. Avant de descendre, le directeur a balancé cette image. Il l'a balancé au médecin de garde. Le médecin de garde, il a été en tournée. Et il dit non, mais c'est le jeune que je viens maintenant de lui donner des moustiquaires et de rejoindre sa chambre. Il a eu sa chambre, donc maintenant le soir on lui dit, il est parti le voir. Mais tu as balancé ça? Ah, les cas ne se retrouvaient pas. Il ne s'attendait pas. On était parti, on lui a demandé, il a dit non, il a voulu juste bavarder avec ses amis, il les a envoyés, mais il ne savait pas que ça soit comme ça. Je pense que faisons-nous confiance, travaillons ensemble. S'il y a des gens qui veulent visiter Farsha, je suis prêt à les accueillir et à les accompagner. Mais à l'intérieur, dans les salles seulement, ce n'est pas permis. Il y a des salles libres que vous pouvez les voir par les fenêtres. Parce que hier, je voudrais rentrer, on m'a empêché. Mais il y a plus de 84 lits vides aujourd'hui. Donc, c'est ça les frontières. Si c'est l'hôpital ophtalmologique est là, nous étions prêts à recevoir tous ceux qui sont là. Et nous avons mis l'hôtel Chari. À l'hôtel Chari, au jour d'hier, il ne restait que 4 seulement. 4. Tous sont sortis. On attend maintenant. Et là, dans l'hôtel du Chari, on ne met pas les confinés qui viennent du pays. On met le confiné qui... Ça, c'est l'hôtel que nous avons eu, le tout premier. On le mettait seulement pour ceux qui viennent de Koussiri. Donc, sur tout l'hôtel, on n'occupe que 4 places. Sur tout l'hôtel ophtalmologique, nous occupons que 29. Ça, c'est le jour d'hier. Aujourd'hui, ça peut changer. Je profite aussi pour répondre à une autre question, parce que tout vont en série. Tout ce que nous confinons, nous leur donnons à manger. On le prend en charge à 100%. On le prend en charge. Même ceux qui sont tout autour, tout le long du fleuve, on les prend en charge. Ceux qui sont à l'hôtel du Chari, on considère, c'est l'hôtel, il faut venir des gens et tout ça, 10 000 francs, 30 000 francs par jour. Ça, c'est à l'hôtel du Chari. Une autre question qui va aussi dans ce sens, nous avons accepté que nos frères tchadiens qui sont de l'autre côté, dans des autres pays, qui rentrent. En rentrant, on a dit il faut les prendre maintenant en charge et les mettre dans les hôtels. Et nous avons choisi les hôtels. Les premiers qui étaient rentrés, on les a mis à Ibis et au Novotel. On ne sait pas de quelle catégorie, en rang. Non, pour nous, c'est les Tchadiens qui sont de l'autre côté, ils viennent, nous les avons bien accueillis, nous les avons testés par le thermoflash. Et nous les avons fait venir, on les a mis dans les hôtels, sans pour autant chercher à savoir leur niveau social et tout ça. Mais c'est un Tchadien qui vient, il prend une chambre. Si c'est une femme avec 2 enfants, on les met dans les chambres. Les gens n'ont pas eu de problème. Mais on leur a dit, ne faites pas venir. Il y a certains qui ont fait venir jusqu'à un certain temps de la bouffe de la maison. On leur a dit non, c'est pas permis. On les a interdits.
Ne faites pas ça. Parce que vous pouvez ne pas être contaminé. La bouffe qui vient, c'est sur des assiettes et sur tout ça. Vous pouvez prendre la maladie. Ou bien les tasses et tout ça qui viennent que vous utilisez. Il se pourrait que vous êtes aussi contaminé. Et les tasses vont rentrer et vont contaminer d'autres. Et tout ça sur le conseil scientifique. C'est le conseil scientifique qui nous a dit, et elle a été très exigeant sur ça. Je profite aussi, c'est une question qui rapproche cette question. Le conseil scientifique a adopté le protocole. Je ne sais pas, vous me parlez du président de l'ordre. Mais le président de l'ordre est dans le conseil scientifique. Il est dans le conseil scientifique, il est membre du conseil scientifique. Le conseil scientifique, c'est qui? Le conseil scientifique, c'est les médecins qui, entre eux-mêmes, ils se sont entendus que ceux-là nous représentent dans le conseil scientifique. C'est par degré d'ancienneté, d'abord par degré de grade, de grade, ça c'est la chose la plus importante, et par expérience, et par compétence, et aussi par spécialité. Ils sont 32. C'est pas moi qui les ai choisis, mais j'ai demandé qu'ils choisissent entre eux le meilleur. Et c'est comme ça. Le président de l'ordre fait partie. Il est un médecin, mais lui-même, il fait partie. Il fait partie, non? Il fait partie de l'ordre des médecins. Donc, il fait partie du conseil scientifique. Le conseil scientifique, quand il a adopté, nous avons dit ça c'est scientifique. Nous, on ne se mêle pas du scientifique. C'est le conseil scientifique qui a adopté le protocole et c'est ce protocole qui est utilisé à l'hôpital de référence, c'est ce qui est utilisé à l'hôpital de Renaissance et dans tous les hôpitaux. Ça n'implique pas la politique, ça c'est purement scientifique. Et ils l'ont adopté et là, nos gens se guérissent facilement. Là, je réponds encore à une autre question, le corps médical. Imaginez le corps médical. Nous avons mis tout en disposition du corps médical qui travaille directement avec le Covid au début. Parce que nous n'avons pas assez. Et la plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. On a dit notre priorité, c'est ceux qui s'occupent maintenant de ça. Les hôpitaux ont leur budget, ils peuvent se payer, ils ont tout ça. Mais nous donnons maintenant, c'était le début. Le début quand on n'avait pas beaucoup de cas. Mais nous nous sommes entendus avec tous les hôpitaux en disant les premiers seront pris seulement en charge à 100% par l'hôpital de Farsha. Ne dispersons pas nos efforts. Vous, en attendant que chacun crée une aile avec un degré élevé, ça demande des respirateurs, ça demande des scanners, ça demande tout ça. Et comme vous en avez, chacun met une aile. Et on attend. Quand ça devient grave, on en aura besoin de vous. On n'avait pas prévu du tout les privés. J'ai eu une question, je ne sais pas, elle vient d'où, mais des trois, que les hôpitaux privés, parce que l'hôpital de Farsha n'a pas la capacité. Non. C'est les gens qui suivent les réseaux sociaux là qui disent que l'hôpital de Farsha n'a rien. Vous pouvez faire confiance au ministre de la Santé. Ne demandez pas au chef de l'État d'aller là-bas, mais vous pouvez venir avec nous pour voir. Le chef de l'État en a fait beaucoup. Personnellement, je ne le souhaite pas qu'il parte maintenant à l'hôpital de Farsha pendant cette période. Moi-même, les experts m'ont demandé de ne pas partir tout le temps. Hier, je suis parti sans leur autorisation. Mais à l'hôpital de Farsha, à l'heure actuelle, nous recevons chaque jour des cas. Chaque jour. J'ai dit, les conteneurs, personne n'a encore occupé les conteneurs. Il y a 24 lits dans les conteneurs. Il y a 5 villas. Les 2 villas, on les a laissées pour le corps médical. Et le corps médical, maintenant, il ne rentre pas chez lui à la maison. Soit il va à l'hôtel, certains sont à l'hôtel, certains sont directement logés dans les 2 villas. Donc les 3 villas aussi, nous les avons bien préparés pour accueillir si jamais, ils sont vides pour le moment. Nous avons au jour d'aujourd'hui, au niveau de l'hôpital de Farsha, nous avons combien
des lits occupés par les malades. Sur les 117, il y a 39 qui sont guéris. Sur les 117, on a pris en compte ceux de 46 qui sont occupés. N'est-ce pas? Donc pour le moment, sur les 140 lits, il y a 46 seulement qui sont occupés. Et sur les 46 lits, parfois, quelqu'un qui est malade, il n'a pas une chambre d'une personne, il peut occuper une chambre de 3 personnes. Et quand il occupe une chambre de 3 personnes, il ne peut pas, un autre ne peut pas rentrer dans cette chambre-là, au moins que s'ils rentrent ensemble ou un cloisonnement. Ça pourrait arriver aussi de faire un cloisonnement. Parce que chaque 2 mètres, chaque lit à 2 mètres à droite et à gauche, à un certain, les conseils scientifiques l'acceptent. On va aussi arriver à cette situation. Donc, il y a de la place. N'envoyons pas les suspects dans les hôpitaux privés. Je profite de votre micro. Ne les envoyez pas là-bas. Ils n'ont pas les compétences pour le moment. Pour le moment, ils n'en ont pas. Et s'ils partiront là-bas, ils contaminent le personnel de la santé. Et quand ils sont contaminés, ces personnels qui sont là-bas, ils viendront contaminer parce que c'est les gens qui travaillent dans les hôpitaux publics qui travaillent aussi dans les hôpitaux privés. Le corps médical. Je disais le corps médical, la petite histoire, comment c'est passé. Nous avons quelqu'un qui était parti à Béché, un cas est parti le prélever. Un cadre de la santé, bien expérimenté. Et dans cette histoire, les plus expérimentés font des erreurs. Je ne sais pas, je suis électrotechnicien. Les types les plus expérimentés en génie électrique, quand ils veulent travailler, ils ne respectent pas les normes. On dit avant de toucher la machine, quand elle est en panne, il faut mettre la terre. Certains pensent qu'ils sont très expérimentés, ils ne lisent pas les procédures. Et c'est ça que j'ai dit dans mon rapport tout de suite. Dans mon rapport, je dis ils sont bien protégés, mais les mesures ne sont pas bien suivies. On dit à un technicien, avant de toucher la machine, il faut que quelqu'un lit les procédures et un autre applique. Mais maintenant, combien font ça? Donc, c'est parti comme ça qu'il a chupé. C'est pas en travaillant dans le laboratoire. Désolé, il a chupé le virus. Il est venu, ses autres collègues n'ont jamais rentré dans les labos. Non, pas du tout rentré dans les labos. Ils sont venus, ils prient dans un tapis de prière. Et dans ce tapis de prière, il y a les côtelettes qui se déposent et les côtelettes qui s'aspirent. Et c'est comme ça qu'eux, ils se sont contaminés. Je le dis parce qu'aujourd'hui, vous êtes les représentants du peuple, vous devrez aussi savoir comment c'est passé. Et les erreurs humaines, ce n'est pas une honte, ça existe. Mais on ne les répète pas. Ça allait leur causer la mort. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ils sont revenus. Ils sont guéris. Presque une vingtaine qui sont guéris. Ils sont partis et comme les labos n'étaient pas, c'était pas une place pour mettre un labo. Parce que quand les Allemands ont offert ça au ministère de la Santé, nous n'avons pas de structure d'accueil et c'est comme ça qu'on l'a mis dans une villa de l'Italie. Une villa, un labo de 3e génération. On l'a mis là-bas, on a formé les gens. Pissou et le directeur à l'intérieur, ils respectent, il n'a jamais chupé. Mais comme c'est petit, les gens quand ils travaillent, ils sortent de là pour aller trouver leurs collègues à la CPA. Et là, les mesures en ce temps, les mesures de distanciation, les mesures de masques et tout ça, ils mangent ensemble, ils bavardent ensemble, ils ont chupé. Mais le ministère de la Santé, qu'est-ce qu'il a fait? Le ministère de la Santé a dit, comme ça commence maintenant par attaquer le personnel, il faut que tous les personnels qui travaillent maintenant au labo, là, on va les tester. On les a fait venir, on les a testés. Et 3 sont positifs. Ça fait 4. Ils partent à la CPA travailler, allons-y tester tous ceux qui travaillent à la CPA. Parce que si notre personnel est attaqué, on a vu, hein, les Italiens, il y a 157 morts, cadre médical, en majorité à 80% médecins. Nous, on ne doit pas donner cette occasion au Tchad. Bien que nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais le peu de moyens qu'on a, utilisons-les avec intelligence. Nous sommes partis prendre tous les gens de la CPA. On a trouvé 5. Parmi les 5, il y a un garçon de salle.
Ça passe l'utilisation des équipements. Les équipements sont bien utilisés. On a dit, ça, on ne s'arrête pas ici. Tous ceux qui travaillent dans les laboratoires, on les prend. Tous ceux qui travaillent ici, on les a pris, on les a testés. Nous avons fait ressortir au total à peu près une vingtaine et tous aujourd'hui, alhamdulillah, ils sont guéris. Dernièrement, à l'hôpital Hajerem, le problème s'est posé sur quelqu'un qui est venu, il a un problème cardiologique. Je dis bien cardiologique. Et c'est comme ça que tout autour de lui, il y a des étudiants, il y a des jeunes médecins, il y a des grands spécialistes, mais lui-même, le spécialiste, n'est pas atteint. Et c'est comme ça que nous avons fait relever. Après ça, il y a un qui se sentait mal, on l'a testé. On a fait venir tous ceux qui étaient là et tous leurs contacts. Tous ceux qui étaient là et tous leurs contacts. Nous avons testé et nous avons trouvé à peu près 11. Et là, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas une honte, Monsieur le Président. C'est une très très bonne chose que nous avons pris le devant. Sinon, eux-mêmes, ils vont se dire, ah, c'est des maux de tête, c'est des palus, et c'est tout ça, et combien ils font contaminer. Et là, maintenant, cette partie-là est sur contrôle. Elle est sur contrôle. Et là, maintenant, ils feront très attention. Et ainsi, maintenant, ils ont presque, à l'hôpital de Hajerem, ils n'ont pas moins de 60 000 masques. Une quantité énorme. J'ai ça quelque part, je vais vous dire. Oui, ils ont presque 6 000, on donne aussi demain. On n'a jamais manqué. Comme disait hier un des membres du conseil scientifique, utiliser les équipements, des matériels, des équipements, ça demande aussi une formation. Et nous sommes en train de les former. Il paraît, avant de mettre les masques, il faut bien se nettoyer. Le premier truc m'a été donné, la formation, je l'ai suivi. Tu nettoies ta main avec du savon ou avec le gel avant de mettre le masque. Et quand tu le mets comme ça, tu n'as pas le droit de toucher ici, tu as le droit seulement de toucher la partie d'en haut là. Et tu le touches comme ça par l'intérieur, pas par l'extérieur. Et là aussi, c'est une formation. Nous sommes en train de faire des formations par rapport à ça. Donc, le personnel de la santé, comme ils sont accueillis par l'hôpital de Farsha, qui est un hôpital qui a été, on a mis toute notre sommité là-bas, cet hôpital-là est en train de faire de donner un véritable résultat. Le lundi passé, le directeur de l'hôpital a signé une convention avec l'ONG Alima. L'ONG Alima a été mandaté et payé par la Banque mondiale dans notre plan de contingence presque 700 000 euros pour accompagner les Tchadiens, pour accompagner l'hôpital de Farsha. Les partenaires ont vu que l'hôpital de Farsha se bat. Il se bat pour donner la santé. Il se bat pour garder les gens. Il se bat, donc il faut lui donner les moyens et il faut lui faire venir une ONG française, Alima, qui doit maintenant nous accompagner. Avec une quinzaine de médecins et tout ça, nous avons signé la convention et nous allons être renforcés. Mais moi, mon problème n'est pas ici. Ce ne sont pas des jeunes. Ce sont déjà les plus expérimentés, nos Tchadiens qui sont là. Mais j'ai dit, il faut mettre les jeunes avec eux. Il faut mettre les jeunes avec eux pour qu'ils apprennent, parce que c'est dans des conditions comme ça là qu'on apprend encore bien, pour qu'ils vont apprendre. C'est pas pour les mettre devant la maladie. Loin de là. J'avoue vraiment, loin de là. Mais Alima va venir nous renforcer. Je viens d'avoir aussi UNICEF. Il veut maintenant venir nous accompagner. J'ai donné mon accord. Mais pourquoi ils nous ont attendu tout ce temps si la pandémie est arrivée vite à la seconde? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous mourront. Parce que nous n'avons que des jeunes. En majorité, c'est vrai, ils sont actifs. Mais maintenant que nous maîtrisons la situation, ils viennent, il n'est jamais trop tard. Nous leur avons ouvert les bras. Et nous les accueillons et nous allons travailler ensemble avec eux. Mais je profite pour dire aux gens qui amènent qui apportent leurs patients, non, l'hôpital de Farsha est loin d'être saturé. L'hôpital de Farsha a de la place. Et il a les compétences. Et il peut encore faire face. Nous avons, c'est vrai, des problèmes de respiration. Nous avons installé les 4 là, nous les avons laissés mobiles. Nous avons des concentrateurs d'oxygène. Ça là, ça ne demande pas une grande expérience pour les faire fonctionner. Mais ils sont là. Tout ce qui est difficile, on l'amène à mère enfant,
on les amène à l'hôpital de Renaissance, et ainsi de suite. Mais à partir de la semaine prochaine, nous pouvons prendre ça aussi, parce que les 6 qui sont partis là-bas vont revenir avec une bonne formation, et nous allons mettre avec eux un ancien pour encore les accompagner un certain temps. J'avoue vraiment que les cliniques et les hôpitaux n'ont pas besoin de se mêler de ça. D'abord, nous les avons convoqués pour quand? Pour demain, pour leur dire, les gens qui vont oser faire ça, nous allons les réquisitionner. Les réquisitionner, parce que nous avons le pouvoir aujourd'hui de réquisitionner. Et nous allons les fermer. Les petits qui s'hasardent maintenant, nous allons les fermer complètement. Et les autres, nous allons les réquisitionner, et ils vont travailler sous notre garde-vous. On ne va pas les laisser faire n'importe quoi. Et nous allons rester avec eux, nous allons les réquisitionner. Parce que la vie de notre situation, de notre population, nous coûte trop. Nous ne pouvons pas permettre. Oui, les masques, c'est vrai que dès mai, ce n'est pas pour tout le monde. Les démunis, on leur donne gratuitement, ça a été dit à la télé, ça a été dit tout, et ils ont commencé déjà dans les arrondissements à leur donner déjà. Le chef de l'État a dit, les démunis, il faut leur donner gratuitement. Et dans les arrondissements, on a commencé déjà à donner gratuitement. Gratuitement. Ces masques conçus par nos militaires coûtent à peu près 350 francs. Donc, et certaines pharmacies ont fait un rabais une remise, de 50 francs. J'ai lu ça, j'ai été informé par docteur, par les pharmaciens. Réduction de 50 francs. 150 francs, et ce n'est pas un masque qu'on utilise chaque jour. C'est un masque qu'on peut nettoyer, laver et repasser. 50 francs. Vous avez 2, vous avez pour un mois. On peut le laver, mais donner gratuitement. Mais chacun veut jeter ça, et là, ça va devenir encore un autre problème. Donc, la gratuité est bonne, mais ne nous misons pas sur la gratuité à mon ample avis. Donc, il peut se payer, les gens qui n'ont pas la possibilité de se payer. Hier, il y a quelqu'un qui est parti dans une pharmacie, gérée par un de nos collègues, il lui a donné l'argent de 1000 masques. Il lui a dit, je vous demande vraiment de le donner aux petits qui se promènent sans masque-là, vous leur donnez ça. C'est là où maintenant la solidarité peut jouer. Hier, je vous jure, je suis en carême, il a donné pour 1000. Et je ne voudrais même pas, il a donné à son fils pour envoyer. Il veut savoir de qui il s'agit, il a dit non, je ne vous dirai pas de quoi. L'essentiel est de donner ça. Mais le port des masques est nécessaire, il est vraiment nécessaire. En 14 jours, vous allez m'appeler ici et vous allez voir, la courbe va chuter. Nous sommes en train de faire la courbe. De 50, elle monte à 100. C'est beaucoup quand même. Mais je ne suis pas pour que les masques soient partagés à tout le monde gratuitement. Non, je ne suis pas pour ça. Personnellement, je ne suis pas pour ça. Mais les gens qui n'en ont pas, nous devrons leur donner. Nous devrons aussi collecter pour leur donner. Le chef de l'État, à lui seul, il a demandé maintenant qu'une bonne partie de la population, tous ceux qui ne peuvent pas, qu'on leur donne le masque gratuitement. Oui, pour les hôpitaux. Dès le premier jour où nous avons dit il y a un problème, avant que le comité de veille ne soit mis, on a mis tous les directeurs généraux des hôpitaux, à leur tête le directeur général Gustave, et c'est vous qui deviendrez notre pépinière pour prendre les techniciens. Choisissez-nous les techniciens. Prenez les techniciens, les médecins, et vous nous leur donnez. Pour le moment, nous avons besoin de meilleurs. Et c'est comme ça que dans nos hôpitaux, les choses ont bien marché à Farsha. Au début, personne ne pensait que Farsha pouvait faire la chose. Mais aujourd'hui, Farsha fait bien les choses. Vous voyez,
Là, on voit maintenant, il y a 40 guéris sur 117, ça représente à peu près 35%. 37%, presque 40%. C'est déjà une bonne chose. Et la chose la plus importante, c'est sans discrimination. On dit les hôpitaux, c'est à vous maintenant. On dit, tel hôpital, vous, on a besoin de tel nombre d'infirmiers, de tel nombre, mais les meilleurs. Ne prenez pas seulement les hommes, prenez les femmes. Et nous nous sommes dit, il ne faut pas seulement former les gens ici à aller dans les provinces. Faites des formations. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, toutes nos frontières, que ce soit du Tibesti, que ce soit du Boybokoum, que ce soit d'Adré, jusqu'au là, c'est pris en compte maintenant. Pour récemment, hier à Wadifira, nous avons eu un cas sérieux, je ne sais pas si vous êtes au courant. Quand il y a eu des cas, des morts, des décédés, pardon, ici, nous avons décrit l'historique. Et l'historique nous dit qu'il faut le plus rapidement possible descendre à Wadifira. Avant de descendre, on a demandé à Biltine d'envoyer un véhicule. Parce qu'ils sont déjà formés. À Béché d'envoyer des véhicules. Ils sont déjà formés et en Djamena. Avant que nous partons, les gens sont déjà partis. Ils étaient bien accueillis par le gouverneur. Il leur a donné du carburant. Il leur a donné tout. Il les a envoyés. Ils étaient attinés. Ils étaient partout. Ils étaient partis jusqu'au village parce que les gens qui étaient partis d'ici étaient partis jusqu'au village. Et c'est là où je dis, et j'interpelle tous les Tchadiens, quand il y a un cas de décès, finissons ça au moins pendant cette pandémie-là, ici à N'Djamena. Ne nous déplaçons pas. Même ici à N'Djamena, nous ne sommes pas... On a fermé même les mosquées. On a fermé les mosquées. Est-ce qu'on a besoin maintenant d'aller même chez M. X pour lui faire le Fatiha? On peut lui faire par téléphone. On laisse même à N'Djamena, on part même dans les villes. On laisse même les villes, on part dans les villages. Le pauvre type qui est dans le village, il peut être contaminé par cette maladie-là, par ce virus-là, par ce diable de virus-là, et il n'a même pas vu la grande ville. Et ils sont partis. Le gouverneur était avec lui, on a confiné les gens, on a pris des échantillons, et les échantillons sont en train d'être, aujourd'hui, ils les ont mis au laboratoire. Et là, ce sont nos enfants, que nous avons formés avec votre volonté, qui sont en train de faire ce travail. Au Tchad, pourquoi il n'y a pas un pic? Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Je voudrais le dire vraiment devant vous. Je vous jure, il nous est arrivé une semaine entière. Jusqu'à 3h, 4h du matin, on est ensemble. On a même oublié que cette maladie est avec nous. On dormait mais sur les chaises. Et ils sont là. On leur dit d'aller tel quartier là, il faut confiner. On a confiné tout un quartier. 60 ménages. C'était des gens qui ne dorment pas. Et c'est pas l'argent qui les intéresse. On a encore des Tchadiens qu'on peut compter sur eux. Je vous jure. Allez voir à Farcha maintenant. Hier, j'étais parti à minuit. J'ai ça dans mon portable ici. Après, pour certains qui veulent voir le médecin en train de dire à ce jeune homme-là, pourquoi tu fais ça? Et il a dit la vérité. Bon, vous pouvez imaginer. Il a dit, tout était là. Il y avait Edli, tu as Edli, seul là. Tu voulais rester avec ton collègue? Je t'ai dit non. Maintenant, vous êtes impatient, vous devrez aller dans votre chambre. J'ai trouvé des femmes en train de travailler à 1h du matin, en train de pulvériser les gazons. Hier, ils sont une dizaine tout autour de moi que je les ai vus hier. Sur les gazons en train de travailler. Je vous demande vraiment certains qui peuvent rendre visite tout autour et voir les laboratoires. Voir les éléments. Ça, c'est faisable aussi. Je voudrais les kits. J'ai demandé, quelqu'un m'a posé une question. D'une façon très... j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai posé le problème au directeur de laboratoire, M. Ota, Dr Ota. Je lui ai dit, petit frère, je viens d'apprendre, c'est une question que quelqu'un m'a posée, vraiment en tant que scientifique, je ne peux pas la poser, mais dis-moi un mot. On dit que les kits des Chinois là, même les animaux sont positifs. Ils donnent à tout le monde positif. Il est différent de celui d'Allemand. Et
On peut poser la question exactement comme ça. Peut-être le type qui m'a posé cette question-là en train de me regarder. Il m'a dit non, mais quand même, avant d'utiliser les kits chinois, nous, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique centrale, sur l'Institut Pasteur de Yaoundé, tous les pays de membres de CEMAC-là, on est coordonnés ensemble. On a testé ces kits chinois. Et nous avons travaillé sur kits chinois. Nous sommes tombés d'accord après avoir beaucoup travaillé sur ça, et nous avons commencé à l'utiliser en parallèle d'abord, les tester d'abord avec d'autres, et c'est comme ça qu'on nous a autorisé de l'utiliser. Donc, je crois que c'est encore des histoires à dormir debout. Je crois qu'on peut faire confiance à la science turque, à la science chinoise, à la science indienne. Les choses sont en train de changer. La science n'est pas détenue seulement par un peuple. Et aujourd'hui, c'est ces pays-là qui alimentent les Américains, qui alimentent les Européens en des technologies les plus pointues. Moi, je crois que c'est dans quel but ils vont faire ça? Non. Je pourrais vous donner les coordonnées du directeur du labo. Vous pouvez pourrez poser cette question. Ça, c'est du concret. C'est du concret. Quand on a dit les masques qui viennent de la Chine, c'est des masques qui peuvent donner la maladie. Ça aussi, on a écouté. Et après, c'est les Européens qui prennent les masques destinés aux autres pays, qui viennent de la Chine et qui font un hold-up pour les ramasser. Donc moi, je crois que la science, à un certain niveau, on ne ment pas. La science, on ne ment pas. Donc, les provinces sont vraiment pris en charge. Les cas d'Abéché, nous n'avons pas fait partir des gens de prise en charge. On a envoyé les protocoles, c'est des médecins. Le prélèvement maintenant de Wadifira, c'est les gens de Wadifira qui ont fait le prélèvement et l'apporté ici. Le prélèvement de Mao et de Bol, n'est-ce pas? De Bol hier. Quelqu'un qui est rentré avec une voiture en rentrant, il est rentré avec 11 personnes en traversant la frontière, en violant la frontière. Heureusement, nos services de l'intérieur sont vraiment efficaces. Ils l'ont pris et notre service là de la santé, directement, ils l'ont prélevé et ils nous ont apporté. Ils ont des échantillons, on leur a tout donné les échantillons. Ils l'ont apporté et automatiquement maintenant, on a prélevé et il est positif. Dieu merci, mais si celui-là, il n'a pas été pris en compte par les gens des provinces, combien il va contaminer? Posons-nous la question, pourquoi les provinces ne sont pas contaminées? Parce qu'il y a quelque part, il y a des gens qui sont formés et qui se battent. Donc, à côté, c'est la même chose. Donc, les provinces, nous continuons encore à former. C'est l'UNICEF qui nous aide, c'est les PNUD, c'est nos partenaires, et c'est ainsi de suite. Et on utilise les compétences de nos frères tchadiens qui ont une haute compétence pour remonter la pente. C'est vrai, aujourd'hui, les 3-4 jours là, c'est arrivé boum. Boum, pourquoi c'est arrivé boum? Ça, il y a des explications scientifiques. La première personne, au lieu d'aller à Farcha en écoutant peut-être les réseaux sociaux, je ne sais pas, des gens qui ne croient pas et tout ça, a préféré soigner un palu à la maison. Un palu à la maison. Peut-être on a mal communiqué, mais nous avons communiqué. Mais les gens qui l'ont nettoyé, quand ils se sont rendus compte qu'il y a un problème, ils ne sont pas venus. S'ils étaient venus, on va voir les choses autrement. Ça veut dire qu'on a pris ces cas-là, et ces cas-là, on a continué avec la chaîne, et nous avons cassé déjà la chaîne. Et si la chaîne est cassée, nous serons maintenant effectivement avec 6-7. Donc, regardons la chose la plus importante. Quand le gars qui était venu de Dubaï, du Pakistan, il est parti dans la mosquée. Sorti de la mosquée, il est parti à Béché. Nous le suivons. Nous avons raté de le suivre quand il était à la mosquée. Parce que là-bas,
les portes de devant sont fermées, mais les portes de l'intérieur sont ouvertes. Il a contaminé 5. Et les autres maintenant sont partis, on les a cherchés, ils sont contaminés. C'est pas ça que je voudrais dire. Je voudrais dire, regardez l'hôpital de Farsha. L'un d'eux a 87 ans, le deuxième a 75 ans, le troisième a 59 ans. Mais comme nous avons pris à temps, imaginez, ils ont retrouvé la santé. Celui de 75 ans est sorti avant-hier. Celui de 89 ans, de 87 ans, son premier test est négatif, il attend le deuxième test peut-être aujourd'hui ou demain, il sortira et peut-être tout ça là déjà, ils sont partis. Lui-même, les concernés, il a 59 ans, le jour où on l'a testé à Abéché, il avait une charge virale extraordinaire. Quelqu'un qui peut être déjà à côté de lui, de première gouttelette peut donner. Mais aujourd'hui, il n'est plus malade, il est sorti. Mais quand quelqu'un ne croit pas, il se soigne, les gens qui sont venus, je ne les dénigre pas, ça fait partie, quand on ignore les choses, c'est tout à fait normal. Et là maintenant, quand ils sont sortis, c'est à la veille, ils sont partis dans des hôpitaux, quand ils sont partis à l'hôpital de référence, à l'hôpital moderne, à l'hôpital de référence, ils étaient déjà fatigués. On a prélevé, ils sont morts. Les enfants maintenant, on les a prélevés. Il y a certains de leurs enfants, il y a un des enfants de nos frères là, Al-Marhamin, Allah Arhamou, il m'a appelé, monsieur le ministre, qu'est-ce que je dois faire? Je suis médecin et je dois accompagner le corps. Mon fils, tu ne dois pas accompagner le corps. Mon fils, là où tu es là, tu restes, je t'envoie une ambulance pour te prendre. Si tu pars, sans que tu te rendes compte, les gens vont te saluer. Tant que tu te rends compte, tu vas parler avec quelqu'un. Mais il a accepté. Il n'est pas parti, il n'a pas accompagné le corps. Et il n'a pas fait le deuil. Il est venu à Farsha. Et si tous faisons comme ça, même maintenant, je leur appelle, ils continuent de mourir. Hein. Il y a quelqu'un qui a décidé aujourd'hui matin. C'est ma famille, je le connais très bien. C'est la famille de mon directeur général. Mais ils continuent encore. Ils ont des enfants qui sont des médecins, mais ils n'acceptent pas à les croire. Mais tant qu'ils ne viennent pas, ça va être un cas. Mais tant qu'ils viendront, Farsha, il y a encore de la place. Beaucoup de place, monsieur le honorable député. Mais ne partons pas dans les petits... notre sœur qui était morte, elle était morte dans l'hôpital comment il s'appelle? La clinique Providence. Mais elle n'a pas été soignée Covid, elle était soignée par lui. Mais nous avons dit il faut absolument qu'on prend l'échantillon pour les... Pourquoi? Parce que nous disons nous ne pouvons pas permettre. Nous avons pris l'échantillon, c'est 2 jours après. Et elle est positive. Donc sur ce point-là, franchement, pour la maîtrise de la propagation de la pandémie, l'apport des élus du peuple sont les bienvenus à l'endroit de la population pour faire respecter les mesures barrières. Je viens de vous informer que les élus du peuple sont membres de la commission communication et sensibilisation mise en place par la décision numéro 015 pour la cellule de veille. Vous faites partie. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas informés. Vous faites partie. Et il n'est pas trop tard. On a toujours le temps. On peut toujours se trouver ensemble avec vous pour faire face. Allons-y voir maison par maison, porte par porte, pour essayer de sensibiliser. Pour mettre le corps médical en confiance, nous avons dit de les former. Même le port de masque l'a formé. Quelqu'un qui part pour prendre, nous avons vu, hein, quelqu'un qui veut prendre maintenant, prélever, il oublie les masques, comme moi maintenant. Il oublie de mettre les masques, mais la distanciation me permet de me mettre. Il y a des cas comme ça. Mais ce qui est possible, nous avons encore la capacité d'avancer. Nous sommes en train maintenant de préparer tous ceux qui tombent malades dans les provinces, c'est eux qui prennent
les patients en charge. Au moins que les cas s'aggravent, et c'est comme ça que dans notre plan de contingence, on va avoir bientôt beaucoup d'équipements qu'on va installer et on va former, on va faire face. Mais je voudrais vous dire, sur 100 personnes malades Covid, il n'y aura que 3 à 5% seulement qui auront recours au respirateur. 5% seulement. Donc, sur le 3 à 5%, c'est seulement 2 à 3% de jeunes jusqu'à 40 ans peuvent avoir accès sur le 3 ou 5% sur des respirateurs. Donc certains pays comme les Italiens, maintenant je viens de tomber sur un article extraordinaire qui dit que les respirateurs pratiquement si quelqu'un se prend, déjà n'ont même pas besoin. Ça c'est le nouveau protocole italien. Le nouveau protocole italien. Donc il dit ça, ils sont en train maintenant de revoir leur code. Et peut-être nous allons recopier sur leur code. Donc les personnes d'un certain âge doivent se sécuriser eux-mêmes. Prendre bien les masques, parce que quand ils sont atteints, ça sera très difficile. Faire les barrières, mesures barrières, respecter mesures barrières, et le plus souvent rester plus à la maison que se promener et empêcher les enfants de se promener. Et respecter ce qui a été dit, et il n'y a pas de solution miracle. Les solutions miracles, c'est nous qui les inventons et c'est nous qui les mettons. Pour la situation vraiment, elle est alarmante dans le HRM. C'est vrai. Mais le HRM est en train de former ces hommes. Ces hommes. Mais avoir d'un coup à peu près 11, c'est alarmant. Mais nous leur remontons le moral. Nous leur disons exactement que vous êtes jeunes et vous avez juste un passage d'une semaine, de 10 jours maximum, ou 12 jours, parce que ce n'est que le début. On leur remonte le moral. Ils étaient il y a mes partenaires qui sont partis les voir, leur dire non, du calme. Il n'y a pas de. Voici l'exemple de vos collègues du laboratoire sont sortis. C'est vrai, ça a mis un peu mal à l'aise les gens. Mais ça fait partie des accidents du métier. Ça fait partie, c'est vrai. Je l'ai dit, pas au fond de moi-même, comme ça. Mais je dis, ça peut exister. Dieu merci, pour le moment, on n'a pas beaucoup de problèmes. Mais ces problèmes, c'est arrivé à un certain temps où pour que la chose monte d'un coup, ça a pris beaucoup de temps. Et ce temps-là nous a permis de réviser nos ardoises. C'est une très bonne chose que c'est parti 6, 7, 8, 6, 7, 8, 10, 11. Ça a permis aux gens de se former. Ça a permis aux gens aussi d'apprendre sur leurs erreurs. Mais j'avoue vraiment que cette maladie-là, elle n'est pas la bienvenue. Ouais, j'ai répondu sur les hôtels de confinement. Oui, la cellule de veille, j'ai répondu. Oui, franchement, pour les ambulances, on me dit que les ambulances, on paye les carburants et tout ça, et puis ainsi de suite. Pour le Covid, on ne paye pas. Tout ce que nous partons chercher pour le Covid, on ne paye pas. Ça, c'est des choses que je connais très très bien. Pour ceux qui sont en Djamène ici, je sais très bien qu'on ne prend pas. Ceux qui sont dans les provinces, dans certaines provinces, peut-être j'ignore. Mais nous sommes en train de vous donner des moyens. Et puis, les malades Covid, on ne les déplace pas. S'il y a un cas Covid malade à Abéché, il se soigne à Abéché. Parce que le fait de les déplacer, on met une bonne partie de notre population en danger. Et j'avoue sincèrement dit que je ne sais pas pourquoi on prend. Parce que dans les villes, ce n'est pas de grande distance. Je ne sais pas pourquoi. C'est à vérifier. Et si c'est tel est le cas, on va leur dire non, on ne prend pas pour des cas comme ça. Mais je sais. Il y a des gens parfois qui sont trop pressés et puis dans les provinces il n'y a pas de moyens, beaucoup de moyens, et qui veulent déplacer des malades
ordinaire des malades de N'Djamena à Bécha N'Djamena, ça, les parents participent. Ça, j'ai écouté parler de ça, ça existe. Mais pour le Covid, je vous avoue qu'il n'y a pas eu un seul Covid qui a quitté une ville pour une autre ville. Et ceux qui sont là-bas, ils sont pris en charge à 100%. Donc pour le protocole, la prise en charge a été validée et diffusée. Le protocole est mis en œuvre sous tous nos hôpitaux, dans tous nos hôpitaux, dans toutes nos structures. Et c'est comme ça que notre protocole, pour le moment, il est efficace. Il est vraiment efficace. Après 8 jours, 10 jours, on fait le premier test, on fait le deuxième test, la personne est guérie, mais on lui dit de rester encore 2 semaines confiné chez lui à la maison avec un masque. Ça, je me rappelle. Donc, oui, même mes collègues ici, pour le descente du chef de l'État, nous lui présentons la situation. Oui, c'est vrai. Le chef de l'État reçoit chaque semaine le comité scientifique. Je suis avec eux. Et à chaque fois, le ministre et le président du comité scientifique, avec une dizaine de ses collègues, nous faisons la situation au chef de l'État. Monsieur honorable monsieur le député, nous faisons la situation. Et ici, on ne ment pas devant le chef de l'État. On lui a dit, on a besoin de scanners, on lui a dit, on a besoin de respirateurs. Le premier respirateur, il a même demandé qu'on utilise les voies diplomatiques, parce qu'aujourd'hui, je vous informe qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter un respirateur. Vous ne pouvez pas acheter les médicaments. C'est seulement par la voie diplomatique. Et le président de la République a instruit le ministre des Affaires étrangères, qui a écrit aux pays amis. Et nous voulons des respirateurs, nous voulons de ça, nous voulons des médicaments, nous voulons de ça et de ça. Et Dieu merci, nous avons lancé de bonnes commandes et nous attendons maintenant le reste. Donc, le chef de l'État est bien informé. Si vous voulez visiter, vous êtes la bienvenue. Les nouveaux de province, ça j'ai déjà dit, les protocoles, les cas cliniques, ça aussi j'ai déjà répondu. Pour les protections, j'ai répondu. Je ne sais pas. Le fonds, tous les fonds que nous avons ici, les 31 milliards, ça a été constitué par nos équipes du ministère de la Santé, des experts, le comité scientifique, le comité des personnes ressources, le ministère du Plan, et adopté par le comité de veille, Et là, maintenant, les partenaires, on les attend. Maintenant, tout récemment, je viens de signer une convention avec le ministre du Plan et les représentants résidents de la Banque mondiale. Voici, et je pourrais vous faire une copie, et nous pouvons, ça fait plusieurs pages, et chaque équipement ici, c'est vraiment bien suivi. L'achat des équipements, clé en main, la formation des gens pour gérer les équipements. Parce qu'avant, on achète les équipements, on les dépose. Non, ici non. Quand on achète, on forme aussi les gens. La prise en charge, et tout est pris tout est pris ici, et tout est pris en compte. On a la coordination de la lutte, la surveillance épidémiologique, les laboratoires. Imaginez pour les laboratoires. On a un seul laboratoire de ces genres. Mais il nous faut à peu près moins 6, il nous faut. Mais si Dieu fait, prions Dieu que cette maladie, elle partira. Je suis convaincu qu'elle partira. Elle va prendre des gens, c'est tout à fait normal aussi. Mais préparons-nous. Nous avons prévu ici 6 laboratoires de plus que celui de N'Djamena. 7 même. Un à Bongor, un à Mundu, un à Sar, un à Abéché, un à Faya, un à Mongo. Et maintenant, tout récemment, on dit un à Bol. Les partenaires ont voulu qu'on mette Bol.
7, avec des sous-antennes, Et c'est comme ça que nous avons recruté plus de 100 quelques jeunes de laboratoire. Plus de 150 jeunes qui travaillent dans les laboratoires. Nous les formons et ce n'est que normal. Le Cameroun a 4 instituts instituts Pasteur. Même à Maroua, ici, il y a un institut Pasteur. Nous allons mettre des laboratoires avec tout ce qu'il faut. Tout ça, c'est prévu ici. Interruption, avec assurance, avec évaluation, avec réhabilitation, avec construction, et puis ainsi de suite. Moi, je pense que les grandes parties des questions qui les sont les plus intéressantes, nous les avons balayées. S'il reste quelques-unes, je crois que nous allons revenir. Je pense que puis balayer certaines de ces questions les plus intéressantes qui peuvent... c'est vrai, nous avons beaucoup eu de problèmes sur la campagne médiatique. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Au début, on se cherche. Et quand on commence par travailler, nous étions saturés. Très saturés. Mais maintenant, on commence par reprendre la campagne médiatique. On commence par revenir et prendre ça en main avec l'aide du ministère de la Communication. On a mis une antenne. Ils sont venus mettre une antenne au niveau du ministère de la Santé. Et chaque jour que Dieu fait, de 16h à 18h, il arrive à enregistrer et il arrive à inviter toutes les sommités pour passer. Nous sommes en train de rattraper. Mais nous allons renforcer ça. Je vous avoue que nous allons beaucoup travailler maintenant sur la sensibilisation, sur la campagne et puis ainsi de suite. Je vous remercie, Monsieur le Président, Honorable Président. J'ai pu répondre à certaines questions. Je suis toujours à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je voudrais donc procéder à l'ouverture de la discussion générale et demander aux députés de poser leurs questions de manière concise parce qu'il ne nous reste pas beaucoup, il nous reste 1 heure du temps, c'est tout. Demande au député Ndoubabe Tomel. Merci, Monsieur le Président. Je remercie d'abord Monsieur le Ministre et ses techniciens pour pouvoir faire le déplacement et nous éclaircir sur les questions posées par nos collègues qui, au passage, je les remercie aussi pour avoir donné cette opportunité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le ministre, comme il avait dit avant même de commencer à parler, il a pris en compte presque toutes mes questions, parce que je parlais des frontières, je voulais savoir les évolutions dans les provinces, et puis le nombre actuel des mises en quarantaine. Donc, dans ses interventions, il a déjà répondu à toutes ces questions et je le remercie. Le point qui me reste, Monsieur le Ministre, c'est la sensibilisation. Maintenant, on commence à avoir des cas communautaires. Et c'est ça qui est plus dangereux. Donc, dans ce cas, il faudrait que les communications soient faites de manière exhaustive. Si un cas est venu d'une telle province, moi je préfère qu'on précise. Si un cas est venu d'un tel arrondissement, je voudrais bien qu'on précise aussi, de manière à ce que les gens sachent que nous sommes atteints par la maladie et que ça nous guette même à côté de nous. Parce que, à un moment, quand on nous appelle des provinces, on dit, mais votre maladie de N'Djamena. Malgré nos explications, ils ne font que se plaindre par rapport au comportement des autorités ou des militaires qui les tapent. Mais savoir que la maladie est là, ils comprennent difficilement. Donc, si par exemple, moi je viens d'apprendre le cas du Logone oriental et le cas du lac. C'est le cas du Wadaï qu'on a pu apprendre avant. Je ne sais pas si c'est sorti dans vos communications,
Mais moi, je n'ai pas écouté personnellement. Donc, ce qui reste à faire, monsieur le ministre, communiquer plus et faire ressortir de manière exhaustive d'où provient ça, tel cas est venu de tel quartier, tel cas est venu de tel arrondissement ou de telle province. Il faut bien ajouter. Parce que là, on dit que c'est N'Djamena, c'est N'Djamena, c'est N'Djamena, et on croit que c'est N'Djamena seul. Mais or, ça vient aussi de province. Je vous remercie. Le député Djumé Clément Bagao. Merci, Monsieur le Président. Donc, je pense que tout est presque dit par ceux qui m'ont précédé, mais il y a quelques points qui restent. Monsieur le ministre, je pense que la communication elle est nécessaire et je ne sais pas si depuis lors, quand le comité de veille a été mis sur pied, est-ce que vous avez eu le temps, ne serait-ce que d'évaluer le niveau de sensibilisation? Parce que j'ai l'impression que même ici à N'Djamena, ce n'est pas seulement ceux de province, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les villages, mais même ici à N'Djamena, les gens jusqu'à présent n'ont pas compris que le Covid-19 peut atteindre à leur vie et c'est dangereux. Ça, beaucoup l'ignorent. Il suffit juste de faire un tour dans les quartiers. Vous verrez toujours les attroupements, les cérémonies de mariage, de baptême et autres. Et dans les villages, c'est plus grave parce qu'ils vous diront que là, ça c'est pour les gens qui sont dans les climatiseurs. Nous, ici en brousse, il fait très chaud, il n'y a rien. C'est parce que personne n'est allé vers eux, monsieur le ministre. Quand on dit que la sensibilisation est faite, la sensibilisation, ce n'est pas simplement sur les zones de radio, ce n'est pas dans la télé. Mais combien de Tchadiens ont accès à la télé? Combien ont accès à suivre la radio? Donc, il y a ce travail à faire. Et de l'autre côté, je pense que l'un de mes collègues qui m'ont précédé disait que les conventions signées entre le comité de veille et certaines ONG ou associations et autres laissent un peu de la confusion dans la tête du peuple tchadien. Il faudrait qu'on apprenne à se dire la vérité. Mais toutes ces mesures prises par le gouvernement, ces engagements pris par le président de la République, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à mesure de me dire que ça se traduit dans les faits? Je n'en vois pas particulièrement dans les quartiers. Est-ce que vous avez aujourd'hui la certitude que vous pouvez faire un intermissage entre les couches supposées vulnérables et les non vulnérables? Parce qu'à un certain moment, depuis l'instauration de ces mesures, il y a une bonne partie des Tchadiens qui est privée de ces activités et qui n'arrive pas aujourd'hui à manger. Et là, je reviens pour dire que quand tout à l'heure vous avez dit que les 200 francs pour le masque, c'est normal, moi je dis non. Pourquoi ça? Supposons au Tchad que chacun a une petite famille de 4-5 personnes et débourser 1000 francs. Or, depuis près de 2 mois aujourd'hui, le type n'a pas eu d'entrée parce que sa boutique a été fermée, parce qu'il est mécanicien, on l'empêche de s'asseoir et de réparer, parce qu'il est tailleur, on l'empêche de coudre, parce qu'il est restaurateur et il ne prépare plus sa soupe, donc il ne vend rien. Comment il peut avoir des entrées pour avoir 1000 francs et acheter les masques pour lui, pour sa femme, pour ses 3 enfants? C'est pas possible. Je pense que si le gouvernement fait d'efforts, il doit faire un effort conséquent. Parce que nos populations, elles sont trop vulnérables. Nous vivons dans une précarité totale. Donc, il est difficile aujourd'hui de faire la différence entre ceux qui ont les possibilités et ceux qui n'ont pas les possibilités de se prendre en charge. Monsieur le ministre, je profite
Parce que depuis quelques jours, il y a quelque chose qui se passe partout, ça se dit dans les quartiers. Le recrutement demandé par le chef de l'État. Et j'ai lu dans une des correspondances du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qu'il fallait simplement recruter que les lauréats des écoles publiques. Or, il y en avait 1400, un truc comme ça du public et 1700 quelques du privé. Et tous ceux-là, c'est des gars qui ont été soumis au texte de certification, le texte unique de certification. C'est tout comme aujourd'hui qu'on viendra me dire que les élèves qui finissent en terminale au niveau du Sacré-Cœur et ceux qui finissent au niveau du Félix Éboué, le diplôme qu'on leur octroie, le baccalauréat certainement, il y a un baccalauréat pour les privés, il y a un baccalauréat pour le public. Monsieur le ministre, je pense, à mon humble avis, ces enfants qui ont passé ces textes de certification, qui l'ont obtenu, si nous voulons la qualité, effectivement, ce sont ceux-là qui ont la qualité. Si on veut la compétence, ils ont la compétence parce qu'ils ont été testés. Et leurs diplômes sont signés par vous, monsieur le ministre. Mais comment vous pouvez arriver à ce stade-là, à faire une discrimination entre les enfants tchadiens? Est-ce qu'il y a des enfants privés au Tchad? Ça, c'est trop dangereux. Est-ce que ces enfants ne sont pas à mesure, ne serait-ce que de porter plainte contre l'État tchadien pour les avoir discriminés? C'est de la ségrégation, c'est pas normal. Ils ont été testés et ils se sont dégagés meilleurs. C'est pourquoi vous les avez signés, ces diplômes, vous les avez donnés entre leurs mains. Mais maintenant, ce qu'on écoute, est-ce qu'effectivement ce recrutement est fait dans le sens normal? Je n'en sais pas, mais je pense que c'est quand même trop flagrant. C'est trop flagrant. Et de l'autre côté, les mesures d'accompagnement, je pense que s'il y a lieu, c'est le moment de l'urgence. Vous n'allez pas assister les gens quand ils vont mourir tous de faim. S'il y a lieu à le faire, c'est maintenant. Parce que les mesures sont là et les gens sont devenus de plus en plus vulnérables. Donc il faut agir. Si on a parlé de l'ONASA par là, on a parlé de ceci, il faudrait que ça soit dans les normes. Et monsieur le ministre, je dis que concernant ce qu'on aura accompagné... Vous avez 1 minute. 1 minute. Merci. Donc, moi je dirais que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour parvenir au moins à limiter la provocation du virus. Donc, c'est qu'il faut mettre plus du paquet dans la sensibilisation et il faudrait que la sensibilisation soit même de porte en porte, que le message passe correctement. Sinon, quand nous allons être débordés, avec le nombre du matériel et d'équipement que vous venez de citer, je ne pense pas un instant que, monsieur le ministre, on sera à mesure de contenir cette situation. Parce qu'on n'a pas pris le temps, et le soin à temps. Aujourd'hui, on se trouve devant cette situation. Dieu nous accompagne, mais demain, quand ça va déborder, nous n'avons pas les moyens, même si on se voile la face, nous n'avons pas les moyens de les contenir. Nous avons d'abord une insuffisance personnelle, là, il faut le reconnaître. Et à ça s'ajoute le déficit en équipement et en infrastructure. Donc on a toutes les difficultés aujourd'hui. Ce n'est pas simplement le fait que les militaires soient sur la route. Moi, je suis surpris que là-bas, ça devient maintenant les fouilles des véhicules, des poches, tout ça. Et tout ce que la population apprend, on a tapé sur tel ou sur tel. Ça, c'est ça qui est important. Nous souhaitons mieux qu'on encadre notre population et ensemble, nous devons mener la lutte pour sortir de cette période de Covid-19. Merci. Très bien. Le député Kebzabo Saleh. Monsieur le ministre, j'avais entendu le président de l'Assemblée nous rappeler à l'ordre. Maintenant, on n'a pas assez de temps parce que vous avez parlé 1h50.
Or, il était important que les députés interviennent pour que vous les écoutiez aussi. Et là, maintenant, on n'a plus le temps de beaucoup parler. On ne voulait pas beaucoup parler, mais on avait des choses intéressantes à vous dire. Et on n'aura certainement pas le temps d'approfondir le débat, et c'est dommage. Et c'est pour cela que je vais aller droit au but. Et beaucoup de questions que je voulais évoquer ne le seront malheureusement pas. En rapport avec la communication sur Covid-19 pour sensibiliser la population, je crois qu'il a dû se passer quelque chose, parce qu'à trop communiquer, à trop sensibiliser, on n'y arrive plus. Le fait est qu'on a tellement sensibilisé que c'était pendant la période où rien ne se passait et les gens n'y ont pas cru. Les gens n'y ont pas cru et ils ont baissé les bras. Et voilà maintenant les conséquences qui nous tombent dessus. Mais les conséquences nous tombent aujourd'hui dessus de cette façon-là, comme vous avez vu tout à l'heure, boum, c'est le mot que vous avez employé. Mais c'est parce que nous avons passé plus d'un mois à tergiverser. Nous sommes l'un des derniers pays à avoir été atteints. Donc pendant toute cette période-là, on aurait dû se préparer sérieusement. Et tout ce que vous nous dites aujourd'hui, là, aurait dû être fait depuis un mois, sinon plus. Il fallait passer toutes les commandes de matériel. Il fallait solliciter tout des bailleurs et des partenaires. Il fallait tout mettre en place depuis au moins un mois. On aurait amené ça par cargo et tout serait installé. Et on pouvait faire face maintenant de façon efficiente à ce qui nous tombe dessus aujourd'hui. C'est ça le problème. Mais on a passé le temps à tergiverser. On n'a pas passé les commandes. Aujourd'hui, les 31 milliards en question, on se pose la question de savoir à quoi ils ont servi. Est-ce que des commandes sont effectivement lancées? On ne le sait pas. Mais, Monsieur le ministre, vous avez une posture qui n'est pas bonne. Pendant tout ce temps que vous avez parlé là, vous n'avez pas avoué une seule faiblesse. Vous n'avez pas dit oui, vraiment sur tel plan là, on s'est trompé. Rien du tout. Vous êtes content de bout en bout. Mais autant lever la séance et partir puisque vous êtes content. À quoi sert donc la rencontre? Il fallait nous faire un bilan exhaustif, reconnaître certaines faiblesses, certaines failles, demander le soutien de l'Assemblée nationale dans tel ou tel domaine, parce que nous aussi on peut vous aider, mais vous êtes satisfait de bout en bout. Tout ce que vous dites là, vous êtes content de vous, vous avez bien fait, vous avez été excellent et puis c'est tout. Non, Monsieur le ministre, il y a des failles. Il y a des failles et je me permets de vous dire que Farcha, contrairement à ce que vous dites là, si les gens vous écoutent, si ceux qui sont actuellement internés à Farcha vous écoutent, ils vont se demander, mais vous êtes sur la Lune ou bien vous êtes sur Terre ici à N'Djamena? Mais c'est pas vrai. Farcha n'est pas aussi brillant que vous le dites, Monsieur le ministre. Avouez-le, dites qu'il y a des problèmes à Farcha et que vous êtes en train de chercher à améliorer ainsi de suite. Là, on vous suivra. Mais là, ils nous suivent, les malades de Farcha. Ils sont en train de nous suivre. Et donc, je pense que cette posture-là, elle n'est pas bonne. Tous les chiffres en termes de lits, de thèmes de malades et autres que vous avez évoqués, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a des contradictions évidentes que vous avez dites, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Protocole. Par rapport au protocole, Monsieur le ministre, il n'y a pas de protocole national, je suis désolé. Si le comité scientifique arrête un protocole, ce n'est pas à lui de l'imposer. Il arrête un protocole qui soumet à un organe supérieur, lequel valide le protocole. Et c'est pour ça que je suis désolé de vous dire qu'à l'heure actuelle, je vous contredis, il n'y a pas de protocole national. Il y a 2 protocoles en circulation. Lequel est-ce que vous validez? Ou bien la cellule va valider? C'est à ce moment-là qu'on dira qu'il y a un protocole national. Mais dans les circonstances actuelles, il n'y en a pas. S'agissant des masques, les collègues ont déjà parlé, mais je voudrais vous dire que dans les circonstances actuelles au Tchad, imposer le masque et ne pas le donner à la population, c'est criminel. Le gouvernement du Tchad doit être en mesure de donner un masque à tout Tchadien, voire 2 ou 3 parce qu'il faut les laver ainsi de suite. Et c'est donc une provision environ de 20 à 25 millions de masques, tout simplement. Ça ne peut pas dépasser l'État tchadien. Surtout que, comme vient de le dire mon collègue, nous sommes dans une situation où les gens sont démunis. Toutes les mesures qui ont été prises et sur lesquelles, à mon avis, on devrait revenir,
la fermeture des marchés, la fermeture des boutiques et autres, c'est des mesures antisociales qui ne se justifient pas, en tout cas pas entièrement. Je pense qu'une quincaillerie n'est pas un lieu de regroupement, un tailleur n'est pas un lieu de regroupement, et ainsi de suite. Il faut donc alléger les mesures, permettre à ce secteur informel qui représente près de 90% de notre économie de vivre. Actuellement, on a tué notre économie, on a tué nos commerçants. Et nos commerçants, on sait quelle est la chaîne sociale qu'ils représentent. Et nous demander maintenant d'acheter les masques, je dis non, c'est pas normal. Le gouvernement, l'État tchadien n'est pas à ça près. Et vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure que les partenaires vont ouvrir les masques à hauteur de 7 millions de masques. Oui, tout ça là, il faut offrir, il ne faut pas les garder. Les masques envoyés par les Chinois sont devenus quoi? On ne le sait pas. Et toute l'aide envoyée ici par les Chinois, y compris le matériel et autres, on n'a pas fait le bilan, on ne sait pas ce que c'est devenu. Et c'est comme ça que je m'en vais vous poser la question à laquelle vous n'avez pas répondu sur la convention passée avec grand cœur, que mon collègue vient d'évoquer après un autre. Le chef de l'État a fait sa déclaration un soir, et si je ne me trompe pas, dès le lendemain, une convention est signée entre la cellule et la fondation. On interpelle la cellule sur le contenu de la convention, jusqu'aujourd'hui c'est flou, personne ne veut en parler. On voit tout simplement que la fondation est devenue subitement très active et ne fait qu'offrir avec son label Grand Cœur. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Nous pensons qu'il y a un problème. C'est ce que dans certains milieux nous avons appelé un délit d'initié, un trafic d'influence. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres ONG au Tchad, d'autres fondations au Tchad, mieux armées, mieux équipées, plus expérimentées que la fondation Grand Cœur pour faire ce travail de partage, par exemple? Nous connaissons dans ce pays des organisations plus anciennes, qui ont plus d'expérience et qui sont valables sur le terrain, que je ne vais pas citer, je ne vais pas faire leur publicité. Et tout le monde le sait. Et donc cette convention-là, il faut nous dire quel est son contenu. Quel est le contenu de la convention qui lie la cellule à la fondation Grand Cœur? Le peuple tchadien veut le savoir, ça ne peut pas être un secret d'État, c'est pas vrai. Il faut le dire ici devant l'Assemblée nationale, lisez-nous le contenu de cette convention pour qu'on sache quel en est le contenu. Mais continuer à le cacher pour confier à Grand Cœur une partie de vos activités d'ailleurs. Le ministère de la Santé publique, Grand Cœur vous a pris beaucoup de vos prérogatives et continuez de le faire encore et vous acceptez. Et nous doit-on avaliser cela, nous, députés? Non, nous n'acceptons pas. On le dit, on le mentionne pour que les gens sachent que nous suivons aussi ces problèmes-là et que nous ne pouvons pas les couvrir. Relativement au problème de recrutement des jeunes, sur les 1600 qu'on a dit, qu'on a annoncé, vous avez dit qu'il y en a 1000 qui ont été recrutés. C'est pas vrai. Bien, vous avez une minute. Il y a moins de 1000 qui ont été recrutés, monsieur le ministre. Sur 9 décrets, avec maintenant tout ce qu'il y a dedans, hein, je vous laisse gérer les problèmes d'arabophones, de nordistes, sudistes, tout ça. Même là aussi, on a l'occasion de le faire, c'est dommage. Je vais finir, puisqu'on me demande de finir, par des propositions, pas beaucoup. Si nous avons le temps de le faire, je pense qu'il faut boucler les grandes villes. Djamena doit être bouclé, qu'on n'en sorte plus, jusqu'à ce que ce problème soit réglé. Vous avez dit que dans 2 semaines, on aura une situation qui va s'améliorer. De quelle façon? Expliquez-nous comment est-ce que dans 2 semaines ça va se passer. Expliquez-nous quel est votre schéma de sortie, de fin de crise. Comment est-ce que et quand cette pandémie-là va enfin pouvoir nous quitter? Vous venez de décider, je crois, hier ou avant-hier, que tous les hôpitaux vont être réquisitionnés pour Covid-19. Je ne suis pas d'accord. Parce que les malades n'iront plus. Dès qu'il y a Covid-19 dans un hôpital, les malades n'iront plus. Pas les malades de Covid, les autres malades, les autres pathologies. Je pense que ce n'était pas très adroit comme mesure. Si c'est une mesure transitoire, ok, mais de façon définitive, je crois que ce n'est pas bon. Je vais vous suggérer, monsieur le ministre, d'occuper un stade. Un stade est fermé. Vous amenez une tente, les tentes comme celle qui est à la présidence là. Il y a une tente là à côté de l'hôtel
du ministère des Finances en construction dans l'enceinte du bâtiment de chef d'État là-bas. Il y a une tente qui est inoccupée depuis des années. Démonter cette tente d'une capacité de 1000 places, allez l'installer dans un stade qui est fermé, mettez-y les équipements, on a le temps de commander et de faire livrer même en 8 jours. Et tous les matériels dont vous avez parlé, que vous attendez, tout ça va vous permettre de gérer tous les malades de Covid dans un seul endroit et ce sera plus efficient. Et enfin, Monsieur le ministre, ce sont les mesures sur lesquelles on devrait revenir et dont je pense qu'il est important qu'on libère un peu le commerce, c'est très important. Je pense aux petits marchés de brousse, les marchés dits hebdomadaires de brousse. Ces marchés hebdomadaires-là sont essentiels dans la vie de nos populations. Un petit village de 500 habitants n'a plus de marché, c'est pas normal. Donc je crois qu'il faut revenir sur certaines décisions et chercher à voir comment on peut les améliorer. Monsieur le Président. Orale. De prime abord, je remercie le ministre de la Santé pour les riches informations qu'il vient de mettre à notre disposition. Cela nous édifie et nous rassure quelque peu. Mais ce n'est pas suffisant, car nous souffrons réellement d'un déficit d'information. Tous ces débats à répétition, Monsieur le ministre. Oui, depuis le déclenchement de cette redoutable maladie, l'humanité tout entière ne sait à quel sein se vouer. Par sa vitesse et son ampleur, cette pandémie a envahi le globe terrestre rapidement. Née en Chine, elle s'est propagée en Europe, en Asie, en Amérique, pour atterrir en un temps record en Afrique. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, a pris très tôt des mesures préventives appropriées le long des frontières, de ces frontières avec le Cameroun et le Nigeria. Cela a permis de calmer quelque peu l'ardeur du mal et de contenir les assauts du virus. Mais reste cependant disproportionné eu égard à l'étendue du territoire. L'arrière-pays demeure exposé et coupé du réseau d'information. L'existence même de la pandémie est ignorée malgré tout ce qui s'est dit, Monsieur le ministre. Question. Qu'a-t-on envisagé pour sensibiliser, éduquer et informer l'arrière-pays? Je dis ça parce que je me souviens du temps du choléra, on avait mis l'accent surtout sur la sensibilisation et l'information, et le choléra s'était arrêté net à N'Djamena. D'où le nom de marché choléra à l'heure actuelle au nord, à la sortie nord de N'Djamena. Parce que les produits qui étaient destinés aux victimes étaient entreposés là. Deuxième question, quelles sont les dispositions prises pour parer au pire si jamais il survenait? Je ne le souhaite pas en tout cas. Troisième question, que pensez-vous du remède malgache que la Guinée équatoriale, le Sénégal et le Ghana ont utilisé? Tout en sachant que vous avez interdit dernièrement par arrêté la vente ou l'utilisation de certains produits. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député Nadif. Le député Oumar Ibn Daoud. Merci, Monsieur le Président, pour avoir accordé la parole. Je remercie les collègues qui ont posé la question pour nous permettre de nous éclaircir et poser éventuellement d'autres questions.
Monsieur le ministre, c'est vrai, vous avez beaucoup répondu à diverses questions, mais à mon avis, toutes vos justifications cernent plutôt la situation d'Njamena. Et vous ne nous dites pas le plan préventif. Quelle est la capacité que vous avez prévue pour Farsha? Vous parlez de 48 lits, 84 lits qui sont libres, mais la prévention c'est combien? Vous voulez prendre 200, 300? Ou bien vous avez prévu combien? Et là, ça ne sort pas de manière très claire. Et même les équipements au niveau de province, dans votre explication, vous dites le malade reste là-bas, mais on fait le prélèvement pour envoyer à N'Djamena. Dans ce cas déjà, ce qui veut dire que dans les provinces, il n'y a même pas encore une prévention des places pour prendre en compte les éventuels malades, que nous ne souhaitons pas. Parce que pour les gens mis en quarantaine ou bien qui viennent de l'autre côté du pays, il y en a qui sont mis dans les écoles. J'ai vu dans les écoles, on dit bon, on prend une classe, on ouvre, on dit voilà, on les met en quarantaine dans une école, en plein centre-ville. Ce qui explique qu'il n'y a pas achat d'équipement de manière spécifique. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les provinces? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, monsieur le ministre, nous disons que c'est la population qui ne comprend pas, mais également le ministère, il faut le dire. La question de contamination des laborantins, on se posait plusieurs questions. Est-ce que c'est le bâtiment qui est exécuté? Est-ce qu'il n'y a pas d'équipement adéquat? Est-ce que les gens ne sont pas formés dans la manipulation? Mais ce que vous venez de nous expliquer, que le technicien n'est même pas allé au labo, mais que c'est sur le tapis, lors des prières, c'est ça? Mais là, c'est grave si les gens n'arrivent pas à suivre à la lettre les mesures du gouvernement et que même les laborantins continuent à se regrouper pour propager encore la maladie, c'est grave. Il faut que ça soit respecté à tous les niveaux. Monsieur le ministre, ma troisième question, je ne voulais pas beaucoup m'étaler, expliquez-nous avec exactitude la pandémie qui en principe devait évoluer sur un angle scientifique se trouve possédée par vos conventions que vous avez signées avec la grande fondation. Et comment vous arrivez à les interactions entre cellules de veille et le comité scientifique et la fondation Grand Cœur? Comment ça, vous gérez ça? Monsieur le ministre, sur la quatrième point, la sensibilisation. C'est vrai que vous venez de dire que c'est maintenant que vous voulez vous remettre, mais moi je vous fais une proposition parce qu'au niveau du village, quand on parle de Covid-19, on dit que ça c'est la maladie de N'Djamena. Au moins au ministère de Santé, vous avez à peu près 31 000 villages, vous connaissez mieux le village que quiconque, parce que vous faites les preuves. Mettez dans chaque village au moins 10 personnes pour la sensibilisation. Dans ce cadre, dans chaque village, au moins un comité de 10 personnes pour faire la sensibilisation. Sinon, la situation sur l'information, elle n'est pas diversifiée. Monsieur le ministre, dans votre explication, dans tous vos laïus là, vous parlez que de la formation. La formation. Et mon inquiétude, quand au Tchad on parle de la formation, tout le budget, tout l'argent qui arrive là, ça se passe dans la formation et après, les actions n'y est pas. Combien vous avez prévu l'enveloppe globale pour la formation? Monsieur le ministre, sur la vente des casques, moi je dis non. Face à cette situation, nous ne pouvons plus encore prévoir que si on donne gratuitement, les gens vont aller et jeter, donc il faudrait qu'eux-mêmes fassent des efforts pour acheter à 200 francs. Non. Mais 200 francs, estimons que les Tchadiens sont à 15 millions, ça vous fera que 3 milliards. 3 milliards pour l'État, pour débourser 3 milliards, acheter des casques distribués à sa population, non, je pense que c'est quand même raisonnable. Donc, il faut distribuer, n'est-ce pas, les cartes, les casques aux paisibles citoyens. Monsieur le ministre, je ne voulais pas m'étaler sur la question d'intégration comme elle est déjà posée,
mais ça fait beaucoup de bruit. J'aimerais que vous allez nous expliquer un peu. Pour finir, Monsieur le Président, je voulais poser une question, celle qui rejoint celle de 90. Le produit du Madagascar, est-ce que le Tchad ne pouvait pas tester en faisant des commandes comme les autres pays également sont sur la lancée? Ma dernière question, on parle également d'un éventuel vaccin qui est en voie de préparation, etc. Tous les réseaux sociaux en font écho. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous avez cette information? Est-ce que quelle est la position du Tchad par rapport à ce vaccin éventuel si ça venait à être approuvé? Je vous remercie.